rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, de Pat Wilde, voici Justice sommaire. Tout de suite remarqué. Parti de Londres pour Sydney, nous avons embarqué sur le paquebot Baranda depuis plus d'1 mois. Voir un nouveau visage est donc un événement. Je pense que l'étranger a dû monter à bord à Auckland, Nouvelle-Zélande, dans l'après-midi pour les 5 jours de voyage qu'ils mèneront à Sydney. Ses vêtements sont cossus. Sa démarche et sa façon de regarder autour de lui dénotent un homme habitué à commander. Mais ses petits yeux cupides, le double menton gras qui déborde de son col, ne l'avantagent guère. Je note que son apparition intéresse également Charlie Conroy, dont j'ai fait la connaissance à bord. Charlie est un homme agréable, aimable, plus enclin à écouter les autres qu'à parler de lui-même, ce qui est rare de nos jours. Mais j'ai appris qu'il est ingénieur des mines et que dans sa jeunesse, il en a vu de dur dans ce que les Australiens appellent l'outback, pour qualifier les régions primitives et désertiques de ce vaste continent. Le visage ouvert et amical, les yeux bleus profondément enfoncés sous des sourcils broussailleux, Charlie a ce regard des gens habitués à voir à longue distance. Je l'envie sincèrement car il a le don de se faire des amis. On a l'impression qu'il ne pourrait sciemment blesser qui que ce soit. Aussi, à bord, tout le monde l'aime. Nous avons pris l'habitude de jouer aux cartes le soir, ou simplement de rester assis à bavarder dans la salle de jeu. Mais depuis l'arrivée de l'étranger, qui, je viens de l'apprendre, s'appelle Rawson, le comportement de Charlie est devenu quelque peu bizarre. Quoi qu'il fasse, il ne peut s'empêcher de lever constamment les yeux pour regarder Rawson. C'est tellement curieux que moi, à la place de Rawson, je m'inquiéterais. Ce soir, nous sommes tout proches du continent. Depuis que nous avons quitté les grands fonds, la mer bouge un peu plus. Le bateau a de brusques embardées à chaque coup de roulis ou de tangage. Ça n'est pas terrible, mais après la régularité de la marche à laquelle nous étions habitués, c'est un peu déconcertant. Après les tours habituels, comme de sortir une carte de la poche d'un des assistants, voici qu'il en fait un que je n'ai jamais vu. Les autres, pas plus que moi, n'ont l'air de comprendre comment il s'y prend. Charlie, penché en avant, le regarde avec une attention soutenue. La dernière fois que j'ai vu faire ce tour, c'était à Summit, s'exclame-t-il d'une voix forte. Tout le monde se tourne vers lui. Summit ? S'étonne à son tour McGill, un de nos compagnons de voyage. Vous y avez été ? Avant que Charlie puisse répondre, Denison se lève. Voyons, mes amis, c'est notre dernière soirée à bord. Faisons quand même une partie. On rapproche les tables et nous sommes présentés à Rawson. Denison appelle le garçon et commande 2 bouteilles de champagne. Et McGill se tourne vers Charlie. Ainsi, vous êtes un chercheur d'opale. Plus maintenant. J'ai fait ça il y a une 30aine d'années et puis j'en ai eu plein le dos. Ah, comme moi, je vois, répond McGill. Il est vrai
que c'est un pays dangereux, à des centaines de kilomètres de toute civilisation, tout au bord du grand désert. On peut y faire cuire un œuf dans une pelle au soleil. Il faut être un dur pour y tenir le coup. Charlie approuve. Comme beaucoup de millionnaires, McGill est ravi de parler de ses débuts difficiles. « Y avez-vous fait fortune ?» demande alors Denison à Charlie. « Oui et non », répond lentement celui-ci. « J'ai travaillé à Summit presque une année avec Dan Organ, un vieux du métier, et un jeune type, Angus MacDonald, qui arrivait d'Écosse. Angus n'y connaissait pas grand-chose, mais il était travailleur, et nous faisions du bon boulot. » Vous voulez dire que vous avez trouvé des opales? Demande McGill. Oui. Oui. Nous avons tenu le coup jusqu'à ce que nous en ayons une 50aine de kilos. Ça ne paraît pas énorme, mais l'opale de feu orange de qualité supérieure se vendait à l'époque plus de $60 les 10 grammes. Nous avions gagné là une petite fortune que nous allions partager à 3. Jamais je n'ai vu Charlie si bavard. J'ai le net sentiment qu'il a une intention précise et que cette intention concerne Rawson. Mais ce dernier paraît tout à fait à son aise. Ses petits yeux observent Charlie. Je ne sais si c'est un effet de mon imagination, mais j'ai l'impression que son regard est méprisant. Je n'oublierai jamais la dernière soirée que nous avons passée au camp. Continue Charlie. Nous étions assis autour de la table, sur des chaises faites de caisses à bougies. J'ai connu ça aussi, commente McGill. Nous avions donc pesé toute notre opale, répond Charlie. C'était un spectacle, je vous l'assure. Et après avoir partagé et nous être raconté toutes les belles choses que nous allions entreprendre grâce à l'argent que l'opale nous rapporterait, nous nous sommes installés pour une dernière partie de poker. Après 1 heure de jeu environ, je n'avais rien perdu. Angus, lui, avait perdu, mais très peu. C'était un joueur prudent. Organ, qui, lui, avait perdu un bon paquet, était de très mauvaise humeur. De toute manière, il n'a jamais été bon perdant. Quand finalement je l'invitais à étaler ses cartes et que je ramassais un tas gros comme votre chapeau, il était littéralement livide de rage, hors de lui. J'avançai la main sur la table pour rassembler les cartes, lorsqu'en un éclair, il sortit un couteau que je vis arriver trop tard. Vif comme l'éclair, il l'abaissa pour le planter de toutes ses forces dans ma main, qu'il cloua à la table. Des gouttes de sueur perlent au front de Charlie. Ses yeux enfoncés brillent comme 2 points lumineux. Il frappe soudain la table de sa main droite pour nous la faire voir, et nous sursautons tous. C'est une large main aux doigts longs. De la base des doigts au poignet s'allonge une cicatrice uniformément livide. Je vois presque le couteau à 2 tranchants la clouant à la table. « Alors, qu'avez-vous fait ?» demande l'un de nous. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Organ criait après moi, me traitant de tricheur. Il était très fort pour manipuler les cartes. Il prétendit que j'avais caché un as que j'avais fait glisser dans ma main. Je compris immédiatement où il voulait en venir. J'essayai d'avertir Angus, mais ce fut inutile. Il ne voulut pas me croire. « Allez rassembler nos affaires !» lui cria Organ. « Je ne veux pas dormir une nuit de plus avec ce sale tricheur. Il fait pleine lune et nous marcherons dans la fraîcheur. »« Mais donnez à Charlie ce qui lui revient !» protesta Angus qui paraissait scandalisé.
Nous ne pouvons pas le laisser ainsi. Organe le prit par l'épaule. Écoutez, jeune homme, par ici, pour les tricheurs, la justice est sommaire. C'est à moi de régler ça. Maintenant, allez. Il le poussa dehors. Pendant ce temps, j'essayais de la main gauche de retirer le couteau, mais sans parvenir à le faire bouger. La douleur était atroce et mon sang coulait sur la table. Organe s'approcha de moi en balançant une pioche à la main. Quand je compris ce qu'il allait faire, je hurlai, mais rien ne l'arrêta. Il enfonça le couteau jusqu'au manche. En ce qui me concerne, je m'évanouis. Et lorsque je revins à moi, j'étais seul. Nous avons tous les yeux fixés sur Charlie. Nous attendons la suite. Comment Charlie s'est-il tiré de cette situation? Pourquoi, surtout, raconte-t-il aujourd'hui cette histoire? La réponse d'ici quelques instants. Quand on se trouve seul en pareille situation, il se passe en soi quelque chose d'étrange, poursuit Charlie. Tout d'abord, j'étais décidé à me laisser mourir. Je restais assis tout au long de ce premier jour, plongé dans une sorte d'hébétude. Puis, dans la fraîcheur du soir, je m'éveillais soudain. C'était comme si j'avais rassemblé toute mon énergie en vue d'un effort. La souffrance que m'infligeait mon bras avait diminué et s'était transformée en une douleur sourde. Par chance, le couteau était entré droit entre les os. Aucun organe vital n'était atteint et, comme ma main était serrée contre la table, l'hémorragie s'était arrêtée. Mais que pouvais-je faire? Je n'avais aucun outil ni instrument d'aucune sorte pour soulever le couteau et le sortir des épais madriers qui constituaient le dessus de la table. Le camp n'était qu'à 3 kilomètres de la piste principale, mais il y avait encore à couvrir plus d'une centaine de kilomètres pour arriver à la ville la plus proche. Cependant, si je restais là où je me trouvais, je n'avais plus que quelques jours à vivre. La question posée portait en elle-même sa réponse. Bien que la piste ne fût utilisée que par des prospecteurs et des agents du gouvernement, je devais y aller et miser sur la chance d'être trouvé. Il me fallut 2 jours pour couvrir la distance qu'un homme, sans se presser, peut parcourir en un peu plus d'1 heure. J'avais à porter en équilibre sur ma tête le dessus de la table. Vous ne me croirez pas, mais à l'instant même où je me disais qu'il fallait renoncer, que je ne pouvais pas faire un pas de plus, j'éclatais de rire. C'est la vérité, mes amis. Je m'assis et je me mis à rire à gorge déployée. Voyez-vous, peut-être est-ce notre salut de pouvoir rire. Je sais qu'il en fut ainsi pour moi. J'atteignis la piste et je m'évanouis. Quand je repris connaissance, 2 hommes blancs et un indigène m'entouraient et s'occupaient de moi. Je leur racontais ce qui s'était passé. C'étaient des prospecteurs et ils avaient des chevaux de trait et de charge. Nous partîmes sur les traces de Organe à toute vitesse, mais c'était trop tard. Nous savions ce que nous allions trouver et nous le trouvâmes. Organe n'avait pas perdu de temps. Angus et lui avaient passé la première nuit dans un ravin, sous un escarpement rocheux, au pied duquel gisait Angus.
Charlie doit s'arrêter. Il est incapable de continuer, et tandis que Denison lui remplit son verre, nous allumons cigares et cigarettes. L'horreur de cette terrible histoire semble être amplifiée par le décor élégant de la salle du paquebot luxueux où nous l'écoutons. Elle en est d'autant plus épouvantable si c'est possible. Mais comme aucun d'entre nous ne dit mot, Charlie, au bout d'un moment, reprend la parole. Apparemment, Angus s'était avancé trop loin sur les rochers et avait fait une chute. Il était blessé à la tête. C'était du moins ce que Organ désirait faire admettre, mais à la vérité, il avait frappé son compagnon avec un énorme bloc de pierre, profitant sans doute de son sommeil. Nous explorâmes en vain les alentours pour retrouver cette pierre. Cependant, tandis que nous creusions une tombe, l'indigène se mit en quête. Ces gens-là voient des choses qui nous échappent. Nous n'avions pas fini qu'ils rapportaient la pierre. Il ne nous restait plus qu'à rattraper Organ, puisque nous détenions la preuve de son forfait. Lorsque nous soulevâmes Angus, il poussa un gémissement. Nous en reçûmes un tel choc que nous fûmes à deux doigts de le laisser tomber. Après l'avoir déposé, l'un des hommes posa son oreille contre la poitrine du blessé. Il était encore vivant et nous avions failli l'enterrer. Bref, nous avons campé là pour soigner Angus jusqu'à ce qu'il fût transportable, et quand nous reprîmes la route, il fallut aller très lentement. Nous avions peu de chance de le sauver, mais nous l'amenâmes jusqu'à des contrées civilisées dans un hôpital. Et il s'en sortit. Tandis que Charlie raconte son histoire, j'ai le sentiment qu'il va se produire quelque chose. Quoi? Je n'en sais rien. Mais je suis absolument certain qu'il a une petite idée derrière la tête. Et si son histoire s'arrête vraiment là, je m'interroge sur le résultat qu'il voulait obtenir. Je regarde Rawson. Il garde les yeux rivés sur Charlie comme un homme sous hypnose. « Avez-vous pris Organ ?» demande McGill d'une voix vibrante d'émotion. « Non, il avait trop d'avance sur nous. Nous ne l'avons pas rattrapé et on ne l'a jamais revu. Mon idée, c'est qu'il a aussitôt quitté le pays. Et Angus MacDonald, qu'est-il advenu de lui? Oh, il a eu de durs moments. Mais par la suite, il s'est tiré d'affaire. Il est marié à présent et il a 2 enfants. Charlie s'interrompt en souriant pour jeter un coup d'œil autour de lui. D'ailleurs, poursuit-il, demain il doit venir me chercher à la descente du bateau. Il sera sur le dock quand nous y entrerons. Avant qu'aucun de nous ne puisse dire un mot, Rawson se lève. Se produit au même instant un fort coup de tangage et nous saisissons tous nos verres. Rawson, pour sa part, trébuche et s'accroche à la table comme il peut pour se retenir de tomber. Son visage est effrayant à voir. Ordinairement rougeâtre, il est à présent verdâtre. « Je ne me sens pas très bien, » marmonne-t-il. « Je regagne ma cabine. » Nous le suivons tous du regard silencieux, tandis que le steward le soutient jusqu'à la porte. Lorsque Charlie dit pour sa part « Je vais me retirer aussi. Il est tard. » Tout le monde se sépare et chacun quitte la salle, pensif. Je
Je mets du temps à m'endormir, et il me semble que je viens seulement de sombrer dans le sommeil lorsque, d'un sursaut, je m'assois. Je tends l'oreille, mais on n'entend aucun bruit. J'allume. Il est à peine 5 heures du matin. Je ne vois vraiment pas ce qui a pu me réveiller. Et brusquement, je comprends. Les moteurs du bateau se sont tus. Je m'habille à la hâte et je me précipite sur le pont. Un brouillard glacé est suspendu au-dessus de l'eau. L'aube pointe. Je rejoins un groupe de passagers au bastingage et j'apprends ce qui vient de se passer. Rawson a sauté par-dessus bord. Il est resté toute la nuit sur le pont. La bordée de tribord l'a vu pour la dernière fois debout à l'extérieur du bastingage, sur le rebord du dallo. Il a sauté avant qu'on ait pu faire le moindre geste pour le retenir. Le bateau fait des cercles sur l'eau et quand le soleil se lève, nous restons en cap plusieurs heures avec des hommes à tous les postes de guet. Mais rien n'apparaît sur la vaste étendue de la mer. Plus tard, lorsque j'entends sonner le téléphone dans la machinerie et que le bateau se remet en marche, je ne peux m'empêcher d'éprouver quelque tristesse en pensant à Rawson malgré son crime. Oui, je suis certain maintenant que Dan Organ, c'était lui. Et je me demande à présent pourquoi je n'ai pas vu Charlie sur le pont avec les autres passagers. Je rentre pour déjeuner. Il n'est pas non plus dans la salle à manger. Il est presque midi lorsque je finis par le rencontrer. Il se dirige vers la salle de jeu. Denison, McGill et plusieurs autres s'y trouvent pour l'apéritif. Charlie paraît frais et dispos. Visiblement, il a bien dormi. Mais il n'y a pas que cela. Il y a en lui quelque chose qu'il est difficile de décrire et qui n'est pas, j'en suis sûr, un simple effet de mon imagination. Je veux dire qu'il a l'air d'un homme arrivé à son but. Il paraît en paix avec lui-même. Après avoir commandé pour nous les apéritifs aux garçons, il prend un jeu de cartes et, méthodiquement, étale une réussite. « Écoutez, Charlie, » dit McGill qui se contient à grand-peine, « cette histoire que vous nous avez racontée hier soir, ce type-là, ce Dan Organ, c'était Rawson, n'est-ce pas ?» Charlie retourne une carte et regarde McGill placidement, puis, sans mot dire, hoche affirmativement la tête. « Qu'est-ce que je vous disais ?» s'exclame triomphalement McGill en se tournant vers l'assistance. « Naturellement, vous ne saviez pas qu'il allait se tuer, autrement vous n'auriez pas raconté l'histoire. »« Je ne peux pas dire que je le savais, » répond Charlie en regardant Denison avec un soupçon de sourire. « Disons que je l'espérais. » Un silence scandalisé accueille ces paroles. Pendant un long moment, personne ne dit mot. « Je ne comprends pas, » remarque encore McGill. « N'auriez-vous pas mieux fait de cacher que vous saviez tout? Rawson serait encore vivant et vous auriez pu le remettre à la police. Angus MacDonald et vous auriez récupéré ce qu'il vous avait volé. Et vous auriez obtenu de substantiels dommages et intérêts. » C'est étrange. McGill fait écho à ma pensée. Je me demande pourquoi Charlie n'a pas agi ainsi. Il continue sa réussite tandis que McGill parle. Cette réussite l'intéresse certainement beaucoup plus qu'aucune discussion.
Il lève cependant les yeux. « Je ne désirais pas son argent, » dit-il alors, très calme. « Et de toute manière, qu'aurais-je pu faire sans témoin? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. » Je le regarde. Il est perdu dans ses pensées. Ses yeux enfoncés ont un regard lointain, à croire qu'il revit le passé. Puis, il prononce ces paroles qui, littéralement, nous coupent le souffle. Voyez-vous, mes bons amis, c'est comme Gus MacDonald ne viendra pas à ma rencontre quand nous débarquerons. Il était mort quand nous l'avons trouvé. C'était Crime Story et chaque mois des histoires à suspense dans la revue Hitchcock Magazine.